Va prévenir ta mère, Bernard. Allô, allô. C'est chez moi, oui, c'est chez moi, c'est à la ferme. Alors tâchez de m'envoyer quelqu'un. Il y a 50 ans, le 18 mars 1962, ont été signés les accords d'Évian qui mirent fin à la guerre d'Algérie, l'un des épisodes les plus sanglants de la décolonisation. Dans 1 heure à Évian, la commémoration de la fin de la guerre aura lieu. Nous allons profiter de cette traversée depuis Lausanne pour comprendre ce passé peu glorieux enfoui dans une amnésie collective. Beaucoup ignorent que la Suisse, en coulisses, a joué un rôle primordial dans la résolution du conflit entre la France et le peuple algérien. Il faut remonter à l'année 1850, en pleine colonisation de l'Algérie par la France, pour trouver les racines qui relient l'Algérie et la Suisse. En 1830, la France commence la conquête de l'Algérie. Dans un premier temps, c'est une occupation restreinte qui se limite aux côtes. Et à la suite d'une révolte arabe en 1847, la France va poursuivre cette conquête. Et c'est la Deuxième République en 1848 qui va décider qu'on va coloniser de façon agricole l'Algérie. Alger, par où les colons suisses sont arrivés, Alger où ils restaient quelques jours dans un dépôt du colon, où ensuite ils étaient orientés vers un village de colonisation choisi par l'administration coloniale française. Les premières familles qui arrivent en janvier 1851, ils vont être acheminés vers la ville de Blida. Au-delà des collines, dans la plaine d'Al-Mitidja, il y avait le lac Aloula. Et c'est ce lac qui va poser problème. Lorsque les chaleurs arrivent, c'est des millions de moustiques. On a là une des explications pourquoi les premières familles valaisannes, proches de ce lac, vont être décimées. Comme ça se faisait toujours à l'époque dans les vieilles bibles de famille, on retraçait la généalogie. Nous nous sommes mariés le 19 juillet 1842. Alors, il y a les enfants, notre fils Louis, notre fils Henri, notre fils Ferdinand, notre fils Jules. Et Henri est parti pour Sétif le 13 mai 1862. Que Dieu l'accompagne sur la terre étrangère. Et puis, un peu plus bas, notre Henri a quitté Sétif, est parti le 5 novembre 1863 pour El Bira, après Alger, c'est la banlieue d'Alger. Que Dieu lui accorde la vie et la santé pour pouvoir y rester. Et on tourne la page et malheureusement, Henri a été retiré de ce triste monde le 13 novembre 1874, que Dieu me donne l'espoir de le revoir. Et ça, c'est assez typique de cette colonisation où il y a eu beaucoup de déchets, beaucoup de morts. Le paludisme, il y a eu les sauterelles, il y a eu la mort par malnutrition, par fatigue. Il y a eu énormément de colons qui sont morts là-bas. Ce mouvement migratoire vers l'Algérie, il est peu connu, il n'est pas du tout célébré, car on peut considérer cette immigration comme une immigration de débarras. En effet, des communes, mais également des familles au sens large, vont profiter de ce courant migratoire qui se met en place pour faire partir ceux dont on n'a plus envie. Les pauvres, les ivrognes, les crétins, les goitreux, les filles-mères. On pousse les gens à partir en leur promettant de leur payer le voyage, en leur promettant d'effacer leurs dettes. La colonisation à Sétif, du fait des Suisses, ça remonte à 1850-1852. On est en pleine époque de l'émigration suisse vers les États-Unis, vers l'Australie et vers l'Afrique, c'est-à-dire l'Algérie. Tout ceci grâce à l'empereur Napoléon III,
qui avait accordé une concession. C'était en fait une sorte de colonisation privée. C'était des banquiers genevois, la banque Lulin et Sauter. Ils avaient donc reçu une concession pour créer leur colonie à Sétif sur des terres qui étaient autrefois le grenier à blé des Romains, des terres riches, qui ressemblaient un peu à la Suisse parce qu'on est en altitude. Cette colonisation a duré un peu plus de 100 ans, 1853-1958, et à cette date-là, le gouvernement français a exproprié la compagnie suisse pour redistribuer les terres aux indigènes. Parmi les Suisses qui colonisent l'Algérie, il y a un personnage particulièrement emblématique. Il va jouer indirectement un rôle très important dans la guerre d'Algérie. Son nom, Henri Dunant. Son parcours est tout un symbole de la Suisse, à la fois engagé dans l'aide humanitaire et opportuniste au niveau économique. À l'âge de 25 ans, il était apprenti auprès de la compagnie genevoise des colonies suisses de Sétif et il a mis, comme apprenti, il mettait des annonces dans les journaux pour recruter de la main-d'œuvre suisse pour aller là-bas. Et il est parti pour Sétif. Il a créé un moulin qui s'appelait le moulin des monts Djamila. Djamila, c'est une ville romaine avec des ruines magnifiques. Il y a des mosaïques absolument superbes où on voit des lions. Il avait des problèmes financiers. Il a voulu aller voir l'empereur Napoléon III pour demander des avantages pour que sa concession perdure. Et l'empereur, à cette époque-là, il était à Solferino. Et par un hasard absolu, Henri Dunant tombe sur le champ de bataille de Solferino, et c'est toute l'histoire après de la Croix-Rouge, heurté de voir tous ces blessés qui agonisaient sur le champ de bataille, et ça a été la création de la Croix-Rouge, ensuite le prix Nobel de la paix. Sétif est un peu à l'origine de la Croix-Rouge. L'histoire de la colonisation de l'Algérie est faite de révoltes régulières. En 1871, la France est affaiblie par sa défaite face à la Prusse. Vivant dans des conditions misérables suite à plusieurs années de sécheresse, des indigènes se soulèvent en profitant de la faiblesse de son colonisateur. Cette dernière révolte jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale est rapidement et sévèrement réprimée. Papa s'engage très tôt dans le mouvement indépendantiste. Ça commence à 14 ans. Il commence par vendre le journal Al-Umma. Le journal Al-Umma, qui en arabe veut dire la nation. Il est orphelin de père. Il est pris en charge par son oncle maternel, qui lui, à l'époque, est membre du Parti communiste. C'est là que commence son engagement. Donc il vend, même à l'école, ce journal. Et puis, il est chassé de l'école. Grosso modo, le pouvoir colonial lui interdit de faire des études. Il se sent très blessé, et c'est là où l'esprit militant nationaliste est ancré dans son esprit. Il organise les manifestations du 1er et du 8 mai 1945. En 1951, il est emprisonné, il est torturé, et c'est là qu'il entreprend une grève de la faim pour qu'on lui reconnaisse ses droits de prisonnier politique. Les Algériens, avec aussi quelques Européens, fêtaient par un grand défilé la libération de la France et surtout la fin de la guerre. Et puis des coups de feu sont partis d'une fenêtre en plein centre-ville. Des hommes sont tombés parmi les Algériens. Rapidement, la ville perd la tête. Les Européens décrochent le fusil de chasse qui est chargé et qui est là au mur du salon et ils tirent sur la foule à l'aveugle. Parce que la révolte arabe hante la colonie, les mémoires depuis des générations. Donc ça y est, c'est la grande révolte arabe. Elle est là. On distribue des armes parce qu'on stocke des armes dans les mairies depuis 1870. Des milices civiles se constituent et elles commencent à massacrer systématiquement tous les Arabes qu'elles rencontrent. C'est le plus grand massacre
de l'histoire de France contemporaine, de civils par des civils, en temps de paix, puisque la paix est revenue. Ma mère était née en 1930 à Mostaganem, dans une famille de colons français protestants. Par hasard, elle a été témoin des massacres de Sétif en mai 1945 et cela l'a traumatisée. Et dès ce moment-là, elle a commencé à réfléchir sur la situation du système colonial en Algérie et au fond, elle était favorable à l'indépendance de l'Algérie. Il y a un certain nombre d'archives, notamment ici aux archives fédérales. Il y a les archives du ministère suisse des Affaires étrangères, qu'on appelait le département politique fédéral à l'époque. Et là, le délai de protection des documents, c'est un délai de 30 ans, ce qui fait qu'on est maintenant dans une période où pratiquement tous les dossiers sont librement consultables. Le rôle actif qu'a joué la Suisse pour la paix en Algérie est dû à l'engagement des autorités helvétiques et aussi à une opinion publique retournée. L'implication des Suissesses et des Suisses dans cette guerre est faite de petits gestes. Faire passer la frontière à un journal, éditer un livre interdit en France, cacher un militant, accueillir un insoumis. Le journaliste Charles-Henri Favreau s'est rapidement engagé pour favoriser les contacts entre les Français et les Algériens. Je suis allé en Méditerranée pour en faire le tour sur le mode littéraire. Et bien sûr, la politique a surgi. Israël venait d'être créé, le monde arabe commençait à s'agiter. J'ai commencé ce voyage en fait au Caire, où c'est là que j'ai vu les nationalistes marocains, tunisiens, algériens aussi, il y en avait quelques-uns. Mon itinéraire m'a mené à Alger, c'était en 1952. J'ai été absolument médusé par ce que j'y ai vu, en particulier par l'embarquement des tirailleurs algériens pour l'Indochine. C'est bien symbolique que les Algériens aillent tuer du Vietnamien. Ça m'a décidé à obtenir le titre de correspondant de guerre en Indochine, où pendant 2 ans, j'ai suivi la guerre qui effectivement marquait une étape essentielle, la fin du fleuron colonial, le délitement de l'Empire. Parallèlement, la guerre d'Algérie se développait. Les contacts que j'avais noués, je les ai nourris et de ce fait, je suis devenu de plus en plus engagé dans cette aventure effrayante. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la question de l'or nazi et des fonds juifs en déshérence isole la diplomatie suisse. La guerre a affaibli les puissances coloniales qui n'ont plus les moyens de reprendre le contrôle de leurs colonies. Les empires se délitent. Sur fond de guerre froide, cette situation va permettre à la Suisse de retrouver une place dans la diplomatie mondiale grâce à une politique de neutralité active. Sa participation aux négociations entre la France et le FLN algérien sera l'un des hauts faits de cette politique. Quand, à l'intérieur du mouvement nationaliste algérien, petit à petit est venue l'idée d'une insurrection, ils étaient à la recherche d'endroits discrets où ils pouvaient se rencontrer à l'abri du regard des autorités françaises. Et c'est pour ça qu'est venue l'idée de se retrouver en Suisse, à Berne, en juillet 1954, parce qu'il y avait à ce moment-là la Coupe du Monde de football, et ils ont supposé que les autorités policières suisses seraient absolument occupées par la sécurité de la Coupe du Monde de football, et donc ne s'intéresseraient pas à une poignée de militants algériens. Et c'est seulement plus tard qu'on a appris que ce qui est éclaté le 1er novembre 1954 avait été en partie discuté ici à Berne. Le jour de la Toussaint 1954, des nationalistes appellent tous les Algériens à la lutte contre le colonisateur. Pour la France, qui considère l'Algérie comme une province française, les attentats sont une tentative d'insurrection.
Il refuse la notion de guerre qui permettrait au Comité international de la Croix-Rouge d'intervenir. Le CICR doit faire preuve d'une grande habileté dans ses démarches. La situation se dégradant sur le terrain, le gouvernement français accepte que le CICR accomplisse sa mission humanitaire en Algérie. Il lui demande simplement aucune publicité. Cette guerre commence par une série d'attentats lors de la nuit de la Toussaint, 1954. Ces attentats, bien entendu, provoquent des mesures de répression, des arrestations en masse, et le CICR, conformément à sa tradition, conformément à son expérience passée, s'intéresse en priorité au sort des prisonniers aux mains de la partie adverse. Dans un premier temps, bien sûr, ce sont les Algériens arrêtés en masse par les autorités françaises. Le CICR va envoyer 10 missions temporaires en Algérie, pendant lesquelles les délégués visitent toute une série de lieux de détention. Parce que plus la guerre se prolonge, plus il va y avoir d'arrestations, plus le nombre des prisonniers augmente avec différents statuts, les uns dans les prisons, d'autres dans des camps d'internement, des camps militaires. Donc, le point de départ de l'action, c'est très clairement l'aide aux prisonniers. Mais bien sûr, quand le chef de famille est arrêté, se pose très rapidement la question aussi de l'aide aux familles, donc d'une assistance matérielle aux familles, l'échange de nouvelles également, que ces familles soient renseignées. Et ça va être le départ d'une action très importante. Le 7 janvier 1957, le gouvernement français de gauche confie au général Jacques Massu les pleins pouvoirs de police sur le Grand Alger. Le général et ses parachutistes ont pour mission de mettre fin aux attentats. Ils traquent les terroristes dans toute la ville et pratiquent la torture pour faire parler les prisonniers. 9 mois après, le général Massu peut se flatter d'avoir gagné la bataille d'Alger. Effectivement, mais au prix de plus de 3000 disparitions mystérieuses de suspects. De son côté, le FLN est exsangue. Il n'est plus en état de poursuivre ses opérations terroristes. De plus, il se déchire dans des querelles internes à coups de liquidation et d'assassinat. Les événements de 1957, ce qu'on a appelé la bataille d'Alger et sa violence, j'ai absolument été préoccupé par le moyen d'y trouver solution. J'avais des amis français qui pensaient de la même manière que moi, des amis algériens qui estimaient aussi qu'on pouvait discuter. C'est ainsi qu'à un moment donné, on devient intermédiaire, c'est-à-dire qu'on fait se rencontrer les uns et les autres. Et ça a été très laborieux. Au printemps 1957, une affaire d'espionnage qui implique Marcel Mercier, attaché commercial à l'ambassade de France, éclate en Suisse. Il est en réalité officier des services secrets. Le scandale est énorme. Il éclabousse la Suisse et ses autorités. Cette affaire provoque une profonde rupture dans l'attitude des autorités suisses à l'égard du conflit algérien. Elle montre que la France est prête à tout, ou presque, pour sauvegarder sa position en Algérie. Dès lors, le département politique dirigé par Max Petitpierre essaie de faire oublier l'affaire des écoutes en contribuant à la recherche d'une solution pacifique à la guerre d'Algérie. Le Conseil fédéral se montre dès lors plus tolérant avec les activités du FLN en Suisse. Le procureur général de la Confédération, Dubois, qui à ce moment-là était en contact étroit avec des représentants des services secrets français et a livré toute une série d'informations sur les activités des indépendantistes algériens, notamment par l'espionnage de l'ambassade d'Égypte à Berne, qui était un lieu où les indépendantistes algériens pouvaient se réunir et pouvaient transmettre des informations à leurs collègues et à d'autres gouvernements arabes. À cause de l'espionnage suisse, ces informations ont pu être transmises à Paris. Ce qui fait que quand cela a été révélé, ça a provoqué un tel scandale que finalement Dubois s'est suicidé. Cela, c'était en 1957. Charles-Henri Favreau, de la Gazette de Lausanne, a établi un étroit contact avec Tayeb Boularouf, alias Pablo ou Mabrouk, l'un des 8 membres du comité de la Fédération de France du FLN. Traqué de près par les renseignements généraux,
il réussit à passer clandestinement en Suisse en 1955. Il ouvre à Lausanne le bureau du Front de Libération Nationale. Cette présence renforce les réseaux de soutien au FLN en Suisse. En 1959, Tayeb Boularouf est expulsé. Dès 1960, il revient clandestinement sous la protection de la diplomatie suisse pour les négociations secrètes entre la France et l'Algérie. Il se révélera un brillant négociateur lors des accords d'Évian. Avec le développement des hostilités, avec la répression qui augmente en France, de plus en plus les organisations comme le FLN se replient sur la Suisse pour échapper à la pression de l'armée et de la police française. Ils ont développé, notamment à Lausanne, un bureau du FLN qui va être particulièrement actif pendant cette période. Mon père crée en quelque sorte les bases arrières de la Fédération de France. La Fédération de France est très riche parce qu'il y a les cotisations de tous les commerçants algériens établis en France. Donc c'est par là que transitent aussi les fonds du FLN pour alimenter cette révolte en Algérie. Donc, en l'occurrence, l'achat d'armes, la formation de certains étudiants, etc., etc. Un jour, un de ses collaborateurs est appréhendé avec des faux papiers par la police suisse. Pris de panique, il est interrogé par la police suisse et puis donc divulgue le nom de mon père, ce qui va aboutir à une expulsion, une interdiction de séjour en territoire suisse. À la fin 1956, sort de presse chez Henri Cornat, l'imprimeur du FLN comme le qualifiait la police suisse, l'acte fondateur du Front de Libération Nationale, la plateforme de la Soumam. Le livre d'Henri Allègre, La Question, paru aux éditions de Minuit, témoigne des sévices subis par ce journaliste détenu en Algérie. La France décide d'interdire le livre. Nils Andersson, éditeur suédois né à Lausanne, décide de le réimprimer. C'est une tradition suisse d'éditer des livres interdits. Elle a débuté lors de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, moi, je suis un provincial. Hein. Je suis né dans la région houillère de Saint-Étienne. Et j'étais au collège lorsque le 1er novembre 1954 a éclaté la révolution algérienne. Moi, j'ai beaucoup lu à l'époque. D'abord, Témoignages chrétiens. Je disais Témoignages chrétiens, c'était un journal catholique issu de la Résistance et qui était très sensible aux problèmes algériens. Et de là, ça m'a amené à lire Les Temps modernes, de lire Esprit. Un peu plus tard, je suis à Paris, photographe stagiaire au magazine Réalité. C'était un journal important et à chaque retour de reportage, chaque photographe montrait ses photos aux autres. Et là, un photographe qui avait été en novembre 1956 en Kabylie revenait avec son reportage. Il y avait un gros tas et puis il y avait un petit tas. Et après qu'on ait vu les photos du gros tas, il montre un petit tas. Et là, il y avait des photos de torture. En fait, lui s'était trouvé sur un piton un soir, quand on a amené deux suspects. Il avait son appareil devant lui et le capitaine, comme ils avaient passablement bu, comme ça se fait beaucoup dans les armées le soir, lui a dit « Venez avec nous ». Et il a fait cette série de photos. En novembre 1956, je découvrais des photos de torture et je prends conscience que c'est bien une réalité. Surtout que ce sont des appelés qui torturent. Ça veut dire, pour moi, ce sont des gens qui ont pratiquement le même âge et d'ici quelque temps, je serai appelé à l'armée. J'accepte l'uniforme sans les armes. De ce fait-là, je sais que je vais être incorporé infirmier parachutiste. Chez les militaires de carrière, ils avaient fait l'Indochine
Il y avait une revanche à prendre. Et pour eux, c'était la lutte contre le communisme international, contre le fanatisme arabe et la défense de la civilisation occidentale et chrétienne. C'était ce que les paras, les officiers disaient, mais c'était ce que véhiculait l'action psychologique qui était très forte et qui, à l'aide de documents, de films, essayait de montrer la mission civilisatrice de la France. C'est-à-dire, on construit, on soigne, on fait des routes. Les autres, ce sont des tueurs. Je me dis, c'est pas possible. Cet engagement que j'ai fait de ne pas porter les armes me conduit malgré tout à rester dans l'armée et à cautionner. Pour moi, dont le père était mort dans un camp allemand comme prisonnier, savoir que mon pays utilise des méthodes nazies, je dis bien des méthodes nazies, parce qu'il n'y a pas une torture nazie ou une torture française, il y a la torture. Et l'imagination des nazis avait été assez grande pour offrir aux Français un large éventail de méthodes. Donc, pour moi, au départ, le refus de cette guerre, c'est ne pas être le nazi des Algériens. Et c'est à ce moment-là que j'ai déserté. Voilà. L'un des insoumis qui était venu chez moi, en l'occurrence André Gazu, est resté non pas quelques jours, mais est resté près de 6 mois chez moi. Et je lui ai donné un petit coup de main aussi pour se présenter à la TV, où il a fait carrière par la suite. Et c'est resté un ami indéfectible pour moi. Et c'est quelqu'un qui a fait énormément. Il a commencé par être caméraman, ensuite réalisateur, ensuite producteur, et il a beaucoup fait pour dénoncer la torture en Algérie à un certain moment donné du conflit. Et je le revois encore régulièrement maintenant, et pour moi c'est un intouchable. Le journal El Moudjahid était imprimé à Genève, sur les presses de la Voie ouvrière. Le point de passage du côté de Genève était un peu compromis. Donc on nous a demandé de le passer du côté du nord du canton de Vaud. C'était un samedi et on s'est dit on va camoufler tous ces journaux dans du matériel de camping. On va passer la frontière en famille, ma femme et mes 2 enfants. J'ai été arrêté d'abord par les douaniers, ensuite pris en charge par des gens de la DST. Les interrogatoires ont commencé. D'abord verbalement menaçants. Après, les sévices ont commencé sous la forme d'être mis à nu, menotté, d'être placé sur un tabouret assez haut, à genoux sur le tabouret. Mais entre mes genoux et le tabouret, il y a une règle métallique carrée. Le délit, il avait un sens politique, bien entendu. Il l'a pris surtout en sens politique par la suite. Parce que finalement, les gens se sont aperçus que la cause était juste et qu'un peuple qui est opprimé par le colonialisme a le droit de se libérer et d'être lui-même. Une fois condamné à 1 an de prison, et ma femme à la durée de la préventive, eh bien, j'ai demandé à être mis au quartier des politiques. Et là, j'ai été reçu par les militants d'une manière magnifique. Ces dessins, c'était ma manière à moi de maintenir une relation avec mes enfants. Et je crois qu'elle a joué un rôle affectif évident. Cette pomme-là, je me souviens très exactement quand je l'ai faite un dimanche soir, où là, j'avais un joli coup de blues. Un bateau sur le lac Titicaca. Une jonque de Chine. La question de l'OAS à la Suisse se manifeste de différentes manières, je dirais. Il y a la question des activités
de l'OAS en Suisse, certains activistes de l'OAS de différentes sensibilités à différentes périodes qui sont venus en Suisse. Il y a la question un peu plus marginale de certains Suisses engagés dans l'OAS, que ce soit en Europe ou en Algérie. Et puis il y a la question, je dirais, des soutiens qu'on a pu trouver, de la solidarité exprimée de différentes manières en Suisse à l'égard de la cause de l'Algérie française ou de certains militants de l'OAS. On connaît l'orientation générale d'André Luisier, qui est un homme d'extrême droite, très violemment anticommuniste, assez lié au milieu intégriste catholique valaisan, en tout cas bienveillant à leur égard, et qui, effectivement, vis-à-vis de l'Algérie, est assez sympathisant de l'Algérie française et va concrètement accueillir un certain nombre de plumes liées à l'OAS ou à d'autres obédiences pro-Algérie française. Un des faits qu'on connaît, c'est la publication par les éditions du Château à Sion, qui sont sous l'autorité d'André Luisier, du premier tome des mémoires de Jean-Jacques Susini, qui était un des chefs de OAS Algérie. Dans les années 1950, la loi suisse interdit à un citoyen de s'enrôler dans une armée étrangère. Les Suisses de la Légion étrangère qui rentrent au pays sont jugés et condamnés. Ces procès sont des formidables tribunes pour les anti-légionnaires et le FLN. De nombreux articles sont publiés. L'opinion s'émeut. Désormais, la population aura des positions plus favorables à la cause algérienne. Elle comprend les réalités d'une guerre d'indépendance que la thèse officielle française s'efforce de réduire à du terrorisme et du banditisme. Il y a un autre groupe peut-être qui a joué un rôle, on va dire, c'est les Suisses qui sont engagés à la Légion. Parmi ces légionnaires, il y a des mineurs. Majeur en France, c'est 18 ans, en Suisse, c'est 20 ans. Donc les gens qu'on engage à l'âge de 18 ans pour le droit suisse, c'était des mineurs. Donc il y a des tensions assez importantes entre les autorités suisses et les autorités françaises. Là, on voit une note du conseiller fédéral Max Petitpierre qui écrit le 21 janvier 1953 « La question des Suisses mineurs qui s'engagent à la Légion étrangère me préoccupe. Nous ne pouvons pas nous incliner sans autre devant le résultat négatif des démarches que nous avons fait entreprendre auprès des autorités françaises par notre légation à Paris. » On voit en 1959 quelques procès, effectivement, qui sont des procès exemplaires, où les légionnaires arrivent à leur procès avec des documents qu'ils remettent en disant « voilà, ça c'est un témoignage ». Et c'est des témoignages écrits dans lesquels ils affirment avoir été obligés de torturer, avoir été obligés même de tuer aussi alors des enfants, des femmes. On voit, et ces procès-là vont créer une onde de choc, parce qu'on les utilise rapidement. Donc on voit que c'est orchestré en fait. Les campagnes de presse se mettent en place. On a des articles dans les journaux, surtout en Suisse alémanique, et on a un glissement où en Suisse alémanique on avait une opinion forte anti-Légion, et cette opinion va changer, va devenir anti-guerre d'Algérie, pro-indépendance. On arrive à un retournement par ce biais-là. Ce dossier va jouer un rôle pour les membres du FLN qui vont utiliser ça pour retourner l'opinion suisse. L'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en mai 1958 va profondément modifier la donne. Il prend l'initiative et reconnaît même en novembre 1960 que la République algérienne existera. Comme dans le meilleur roman d'espionnage, les négociations se tiennent dans le secret. Elle bénéficie de l'aide de la Suisse et d'un prestigieux diplomate, Olivier Long, qui se charge de la sécurité et du secret des entretiens. Son intervention se limitera, après avoir entendu séparément les deux belligérants, à formuler des propositions pour surmonter les obstacles et ouvrir la possibilité de négociations politiques. Je suis allé à Berne lui dire, voilà ce qui m'arrive. Est-ce que vous voyez un inconvénient à ce que je rencontre cet émissaire du GPRA, à titre personnel évidemment? Et M. Petitpierre m'a dit immédiatement, oui, il faut le faire. Alors ma première question, je lui ai dit, mais écoutez, pourquoi la Suisse? Il y en a tant d'autres. Il m'a dit que le GPRA avait délibéré longuement et était arrivé à la conclusion que, à leurs yeux, la Suisse était le seul pays, parce qu'il était totalement indépendant et neutre, auquel ils pouvaient confier cette tentative. Max Petitpierre, qui a dirigé la diplomatie suisse de 1945 à 1961,
et qui était partisan d'une politique active de neutralité. Il essayait de saisir les occasions de développer les bons offices de la Suisse dans le cadre de conflits pour permettre de surmonter des affrontements. Il l'a fait par exemple en 1953 à la fin de la guerre de Corée, et il y a eu aussi une certaine activité en 1956 au moment de la crise de Suez. De Gaulle déclare qu'il est prêt à recevoir une délégation algérienne sur sol français. Et la stupeur des officiels français, c'est que les Algériens acceptent. C'est ainsi qu'il y a la rencontre de Melun, dont il faut tout faire du côté français officiel pour qu'elle n'ait pas lieu. En 1960, il y avait eu une première tentative de négociation à Melun, mais les Algériens s'étaient rendus compte qu'il était impossible de négocier sur le sol français parce qu'ils étaient espionnés, leur liberté de mouvement n'était pas garantie. Si Petit-Pierre décide qu'Olivier Long peut répondre favorablement à la demande de contact, c'est qu'il y a eu ce mûrissement qui s'est fait. Il y a un troisième niveau qu'il ne faut pas oublier, c'est que jamais les Suisses n'auraient bougé si, du côté français, il n'y avait pas eu ensuite une volonté d'accepter. Donc le général de Gaulle, lui, a validé cette voie suisse. Dans la mesure où les deux parties du conflit algérien étaient d'accord de commencer des entretiens, que Max Petit-Pierre a dit il faut y aller, mais il faut y aller d'une manière strictement secrète au début, parce que de nombreux risques étaient liés à ces entretiens qui ont été organisés d'abord à Lucerne et ensuite à Neuchâtel le 4 mars 1961. De rencontres secrètes en négociations officieuses, la France et le gouvernement provisoire de la République algérienne finissent par accepter de négocier officiellement à partir du 20 mai 1961 à l'Hôtel du Parc, à Évian. C'est la première fois depuis juillet 1830 qu'une délégation ministérielle algérienne rencontre officiellement une délégation française, non pas pour discuter de reddition, de soumission, mais pour s'entendre avec elle sur les modalités de la libération de l'Algérie. La conférence se prépare sous haute tension, car l'OAS, l'organisation armée secrète qui se bat pour l'Algérie française, veut à tout prix empêcher la tenue de ces négociations. Le FLN avait l'intention de résider en Suisse, et ça c'est très important. Pour les Français, il fallait que les négociations aient lieu sur territoire français. Pour le FLN, le GPRA et la délégation algérienne, ils voulaient profiter de l'accueil de la Suisse. Donc il fallait trouver un endroit proche de la frontière suisse. Il a été décidé de publier le fait que les négociations auraient lieu à Évian et qu'elles auraient lieu à partir d'une certaine date. Et le maire de la ville a en fait été assassiné avant que le dispositif de sécurité qui avait été prévu par les autorités françaises soit mis en place. Camille Blanc a été victime de cet attentat qui a suscité un traumatisme pour la ville d'Évian pendant une longue période. Camille Blanc, c'était un ami de ma famille, c'était un ami de tous les Évianais. Et c'était un maire d'un dynamisme incroyable. Et je me souviens du petit déjeuner le jour où on a appris son assassinat. Je me souviens de mon père disant « Ils ont tué Camille Blanc », ne comprenant pas comment Camille Blanc, qui avait fait de la résistance, avait pu être pris au piège, parce que apparemment, quand on a fait de la résistance, on sait, apparaît-il, que la première bombe est pour vous faire venir, que la deuxième est pour vous tuer. Et c'est ce qui s'est passé. La première bombe était sous sa voiture, il s'est levé, on était en pleine nuit, et la deuxième a explosé, il était à moins de 2 mètres, c'était sur le bord de sa fenêtre, alors qu'il appelait la police. Ça a été un choc.
Ça a été un choc parce que subitement, la guerre était ici, la guerre était sur place. L'OAS, l'organisation de l'armée secrète en Algérie, a commencé à opérer. Il y a eu la mort du maire, l'assassinat du maire d'Évian. Il y a eu des assassinats de plus en plus répétés et durant toute l'année 61 en Algérie. Il y a eu le putsch des généraux et ce mot pathétique de De Gaulle condamnant ces soldats perdus, mais en disant à la France, aidez-moi. Aidez-moi, ce sera précisément de faire en sorte que la négociation aboutisse. Mais le premier Évian n'avait pas été préparé du tout. À Évian, la question du Sahara ressurgit. Les délégués français, devant l'intransigeance des délégués algériens, décident de quitter la salle de négociation. La Suisse a fait du Bois d'Avaux un camp fortifié, un camp modèle d'ailleurs, avec tranchées, mortiers et mitrailleuses. On ne pouvait pas approcher. Les journalistes qui ont opéré n'ont pas pu pénétrer à l'intérieur de la maison de l'émir du Qatar. Le chef de la délégation, Belkacem Krim, a lui un passeport libyen. Le ministre des Affaires étrangères du GPRA, Saad Dalam, lui a un passeport marocain. Tayeb Boularouf, qui avait un passeport tunisien, qui lui avait séjourné en Suisse auparavant, qui avait de nombreux contacts en Suisse, qui ont permis, malgré son expulsion, de nouer des contacts à la fin de 1960 avec Olivier Long, contacts secrets qui ont finalement permis d'organiser les négociations publiques à Évian en 61 et en 62. La Suisse a été extrêmement présente dans la sécurisation et le déplacement de la délégation algérienne, dans la mesure où, soit en provenance de Bois d'Avaux, en région genevoise, soit au Signal de Bougie, le transport des négociateurs était fait par hélicoptère et des hélicoptères suisses sous guidage d'un contrôle aérien suisse. Et une des pièces dans lesquelles il y avait tout le matériel de guidage, de radio, enfin je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faut pour poser un hélicoptère, tout cela était dans une pièce qui n'était pas française, mais qui était déclarée suisse pour la circonstance, et qui se trouvait dans le bâtiment mis à disposition par la délégation algérienne pour y faire ses travaux préparatoires entre séances, se reposer, y déjeuner. Ça, c'était l'endroit des réunions. Ce qui est sur la droite et sur la gauche, c'était des salles de travail. L'hiver 1961 est rigoureux dans les Combes du Jura. En France, les attentats de l'OAS se multiplient. Dans ce coin perdu, les tractations reprennent. Isolés et enfermés durant une semaine, les négociateurs français et algériens discutent, un par un, tous les points de désaccord. Le général de Gaulle est pressé de conclure. Il suit de près les négociations et intime à ses diplomates l'ordre d'en finir. Comment vont se poursuivre les choses après l'échec du premier Évian? Bien, c'est Saad Dalam et Chayek qui vont, durant toute cette seconde moitié de l'année, mener des négociations, elles, d'une précision telle que tout étant, pour ainsi dire, au point, tout étant paraphé pendant quelques semaines, les derniers interlocuteurs sont réunis, ils sont aux Rousses d'ailleurs, dans ce fameux chalet des travaux publics. Il faut savoir que ces négociations étaient essentiellement dirigées par le général de Gaulle. Les délégués français quittaient souvent la salle, en la personne de Louis Jox, pour téléphoner au général de Gaulle, lui dire voilà ce qui nous arrive, qu'est-ce qu'on fait? On fait ci, on fait ça. Du côté algérien, c'était des délégués qui étaient mandatés par le CNRA, donc le Conseil national de la Révolution algérienne, qui était en quelque sorte l'équivalent du Parlement de la Révolution algérienne.
février 62, on apprend que les négociateurs français et algériens, lors d'une phase des négociations qui s'est déroulée dans le Jura français aux Rousses, étaient camouflés en skieurs. C'est une information qu'on apprend une fois que les négociations publiques ont été ouvertes. Et quand tout est au point, la conférence peut avoir lieu comme elle aurait dû avoir lieu si on avait observé cette manière de faire, et tout est réglé en quelques jours. Les accords d'Évian existent. La guerre était finie, tout le monde était content, il n'y a pas de doute. Nos amis suisses aussi étaient un ouf, n'est-ce pas, extraordinaire. On avait réussi quelque chose d'extraordinaire. C'était deux positions diamétralement opposées, arriver, n'est-ce pas, par cette patience à nous mettre ensemble et arriver à un accord, à la paix. C'était l'euphorie. Saad Dalab, le plus expansif, le saharien, quand je suis arrivé là, mais il m'a dit « Alors, vous l'avez, votre cessez-le-feu » Toutefois, les espoirs qui avaient été mis du côté suisse dans cette bienveillance algérienne vont être quelque peu minimisés par le fait qu'on se rend compte petit à petit que, au fond, ceux qui ont négocié à Évian en 61-62 ne sont pas ceux qui vont exercer le pouvoir dans l'Algérie indépendante. Ce sont des accords totalement caducs, parce qu'ils sont en fait décidés dans la plus grande précision à tout régler de l'avenir des Français d'Algérie. Mais les Français d'Algérie qui ont vu les massacres effrayants de l'année 61, les Français ne veulent plus rester, ne peuvent plus rester. Le 18 mars 1962, Louis Jox et Krim Belkacem signent les accords d'Évian. C'est un bon compromis et un chef-d'œuvre juridique. Ils mettent fin à 17 ans de guerre. La population espère une période transitoire tranquille. Le scénario n'est pas respecté. D'attentats en massacre, les débuts de la République algérienne sont tragiques. En fin de compte, les accords d'Évian n'ont pas été appliqués. La traversée est terminée. En ville d'Évian, la commémoration est discrète. Une exposition photographique de Jean Maure à la médiathèque du Palais Lumière. Sur les quais, devant le monument aux morts, une simple cérémonie. Les circonstances de ma courte visite en Algérie en 61 ont été les suivantes. J'avais un ami assez proche qui était journaliste à la Tribune de Genève. Il s'agissait de Georges Bracci, qui est mort depuis. Et lui était fortement impliqué dans le conflit franco-algérien. Et un jour, il m'a téléphoné en me disant « Écoute, Jean, ça t'intéresse, la semaine prochaine, le gouvernement français invite une vingtaine de journalistes et photographes à aller du côté de Constantine, voir comment ça se passe, que je n'ai pas longuement hésité. L'offre était alléchante. Lorsque j'ai vu pour la première fois l'exposition, j'avoue que j'ai été, non pas gravement déçu, mais un tout petit peu, je suis resté sur ma faim, parce que j'avais l'impression que c'était une version édulcorée de mon reportage sur place. Les photos que je regrette, c'est les photos de gens parqués par terre, avec au premier plan des fils de fer barbelés.
Ainsi, la très grande majorité des citoyennes et citoyens voyait enfin finir un cauchemar pour les peuples de France et d'Algérie. La tristesse des appelés est bien réelle. Ils se rappellent leur vécu et leur souffrance avec une pensée pour les camarades disparus. Et toujours la polémique continue. Sur la date de la fin de la guerre, sur l'absence de commémoration officielle, et surtout sur l'idée d'une repentance de la France, la population française se déchire. La guerre d'Algérie reste un sujet douloureux. Entre la France et l'Algérie, on est très loin de la réconciliation franco-allemande. Il est donc logique que dans ce contexte, l'action des Suissesses et des Suisses dans cette guerre de décolonisation soit très peu évoquée en France. C'est pourtant un fait historique.